Financiarisation, monétisation, compensation, tout ça c'est des mots un peu complexes, mais qui cachent une idée qui n'est pas un fantasme, une idée réelle. Aujourd'hui, on a des financiers, on a des écologistes qui se sont unis dans beaucoup de pays avec un objectif d'une ambition démesurée qui est de donner une valeur à tout, c'est-à-dire aux choses de la nature les plus élémentaires comme la mer qui se trouve derrière moi. C'est très difficile d'imaginer qu'un marché de la nature existe parce qu'en France, on ne le connaît pas encore. Et que les multinationales et les entreprises, elles n'aiment pas les normes. Et donc, le premier mouvement de remise en question, finalement, de la puissance publique et des normes publiques a émergé dans les années 70. La proposition de certains économistes, c'est de nous dire, regardez, la nature est détruite parce qu'elle n'a pas de valeur économique. La première étape on va dire de la marchandisation de la nature, c'est qu'effectivement, il faut lui donner une valeur. Il faut lui donner une valeur économique. Donc il y a tout un travail à l'international qui est mené par la Banque mondiale, mais pas seulement. Les autorités européennes aussi sont très sensibles à cette question. Il faut arriver à savoir ce que la nature rapporte. Il y a tout un système de comptabilité qui s'est mis en place pour évaluer le travail fait par la nature. Il y a une évaluation économique qui a été faite du travail des abeilles. Au niveau international, c'est 200 milliards de dollars. Au niveau français, on est arrivé à la conclusion que c'était 3 milliards de dollars à peu près. Quel est l'intérêt de faire ce travail de comptabilité ? Certains économistes nous disent que cette évaluation économique nous permet de montrer à quel point le travail des abeilles est important et arriver à pour ça, protéger la nature en quelque sorte. Rentrons dans le programme EFES lui-même avec une première session. Il y a 2 sessions cet après-midi. Une première session sur les valeurs. Alors, une des originalités de l'EFES parmi les évaluations nationales des écosystèmes est de porter une attention toute particulière à 3 familles de valeurs. Donc il y a les valeurs utilitaires associées aux services écosystémiques que rend la nature. Il y a les valeurs non utilitaires, on parle de valeurs patrimoniales dans l'EFES. Puis un 3e type de valeurs que l'on considère dans l'EFES, qu'on appelle valeurs écologiques. Outre ces valeurs, on va dire, totalement intrinsèques, c'est que la nature contribue au bien-être des individus et des sociétés. De nombreuses façons, c'est ce qu'on appelle ici à l'EFES les services écosystémiques, donc que ce soit pour nourrir les humains, leur donner une qualité matérielle de vie, mais aussi leur donner une qualité immatérielle et les protéger de différents risques par exemple. Et donc les contributions de la nature à la société sont essentielles. Ces valeurs sont multiples, on va en entendre parler plus par la suite, et elles ne sont pas uniquement utilitaires, avec des sommes qui vont de plusieurs centaines d'euros par exemple par hectare et par an par la régulation du climat, à presque 2 000 euros par hectare et par an pour la régulation de la qualité des eaux douces et côtières. L'idée de base n'est pas insensée. Effectivement, la nature a une valeur, on le sait tous intuitivement. Ce qui me paraît insensé en revanche, c'est l'idée de donner une valeur fine et d'aller jusqu'à coter en bourse des actifs naturels. C'est montré en disant mais regardez, on va faire payer aux pollueurs. Ouais. Mais quand on creuse, on se rend compte que c'est plus un droit à polluer et un droit à détruire que faire payer les pollueurs. Le mécanisme de la compensation est venu par le public. C'est-à-dire que c'est pas des organismes privés,
c'est le public qui, n'ayant plus d'argent, a essayé de trouver d'autres moyens pour financer une politique écologiste. Et l'accélération a été plus forte avec la loi du 8 août 2016, et donc tous les travaux qui ont abouti à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Sur la compensation écologique proprement dite, c'est tout l'article 69. Et aujourd'hui, c'est un article qui renforce les garanties de mise en œuvre de la compensation, avec notamment donc, le rappel du fait que la compensation va viser un objectif de non-perte nette, voire de gain net de biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, autre point important dans la loi, c'est la création des sites naturels de compensation. Alors, c'est juste un tout petit bout du texte qui explique que, voilà, il y a des sites naturels de compensation qui peuvent être créés par des opérateurs. Donc là, ça veut dire qu'on donne une existence légale à la compensation par l'offre. Et on appelle ça des sites naturels de compensation. Et c'est là où on arrive au mécanisme de compensation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'interdit pas des process de fabrication, on n'interdit pas des intrants chimiques, alors on dit « Ok, très bien, je ne t'interdis pas de faire ces produits, je ne t'interdis pas de développer ta marque, mais par contre, à partir du moment où tu pollues, tu compenses. » Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un blanc-seing qui est signé aux entreprises et aux multinationales pour qu'elles continuent à pouvoir polluer. Donc ça, c'est la première chose négative des mécanismes de compensation. Donc c'est le cas en Ouganda où nous avons filmé, et ça correspondait à des conséquences du marché du carbone, mais c'est aussi vrai dans certains pays d'Amérique du Sud. Pour avoir des quotas pour pouvoir faire des échanges sur les marchés du carbone, il faut avoir des plantations ou des forêts. Et c'est un conte du paradoxe. Certaines plantations, comme les eucalyptus, comme des arbres pour l'huile de palme, ces plantations-là, à des moments, sont considérées comme étant, on va dire, naturelles, captrices de carbone, et donc à protéger. Et ces zones-là, elles sont souvent militarisées, défendues par soit les autorités, soit par des milices privées. Et les habitants qui se servaient depuis des centaines d'années de ces endroits-là en sont expulsés mani militari, alors que ce sont ces populations qui sont respectueuses de leur habitat, de leur environnement et qui ont surtout toujours vécu. C'est un marché à plusieurs milliards de dollars. Et c'est un marché que... Un marché où les banques gagnent de l'argent ou pas? Oui, oui, bien sûr, c'est très lucratif. C'est très lucratif. Pour resituer la montagne d'or, c'est un projet d'exploitation aurifère porté par une multinationale qui a l'ambition d'aller dans un espace fragile, extraire de l'or. La première réponse depuis l'écologiste serait non, nous ne touchons pas, Guyane, Amazon. Mais la seconde est d'avoir une pensée planétaire. Oui, mais l'or, nous en avons besoin dans notre société, techniquement. Que ce soit pour les plaisirs, mais que ce soit aussi pour le quotidien dans lequel nous vivons. Tout ceci nécessite de sortir d'une approche d'un côté 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça déversera de l'économie sur le territoire, etc. etc. Ça, c'est très bien compté. Alors là, il n'y a pas de problème. Et de l'autre, j'ai les chiffres, je vais les donner, 57 000 tonnes d'explosifs sur tout le temps d'exploitation, 46 500 tonnes de cyanure, 195 millions de litres de fuel. Oui, je sais les écrire, mais je ne sais pas dans quelles conditions ils seront exploités, je ne sais pas quels seront leurs impacts négatifs, je ne sais pas mesurer en comparaison des 3,5 milliards. Donc on est dans une discussion impossible. On est dans une discussion impossible là-dessus. Si nous mettions en œuvre, et je vous fais un scoop, ça m'est venu tout à l'heure, je dis mais je vais rapprocher les deux. Donc, si nous mettions en œuvre une exigence de comptabilité extra-financière qui prennent en compte les impacts sociaux et environnementaux, nous ferions un grand pas
et qui pourrait en plus permettre d'être dans une amélioration continue entre le démarrage, le milieu de l'exploitation et la fin de l'exploitation, parce que nous aurions un indicateur, on saurait compter aussi autre chose que les seuls euros qui sont déversés sur ce territoire. Nous saurions aussi compter les euros qui sont perdus par ce territoire et faire en sorte qu'on diminue sans cesse les euros sur ce territoire qui pourraient être perdus à condition de mettre en place un modèle de mesure spécifique. Et la deuxième chose négative, c'est qu'à partir du moment où il faut compenser un dégât causé à la nature, il faut mesurer ce dégât. Et le mesurer d'un point de vue, on va dire, scientifique, ce qui est très compliqué à faire, on y reviendra peut-être, mais aussi mesurer le dégât d'un point de vue économique. Et donc là, on arrive à mesurer la nature et à l'évaluer d'un point de vue financier. Et c'est là où on arrive au processus de monétisation du vivant, c'est-à-dire qu'on va prendre les requins, on va prendre les abeilles et on va dire, bon, produire une automobile va détruire tant d'abeilles, donc ces abeilles-là, elles produisent un service à l'environnement qui est la pollinisation, donc pour faire entendre finalement le dégât et le préjudice causé à la nature, on va évaluer d'un point de vue monétaire ce service. Et donc c'est là où on arrive donc dans les dérives de la monétisation de la nature, c'est-à-dire qu'en fait on va imposer une grille de lecture libérale et monétaire à la nature qui a quand même entre nous rien demandé. Donc on se retrouve avec monétiser les services de pollinisation, les services du plancton, les services de l'éponge, les services du requin, les services des agneaux, du loup, de l'agriculteur, etc. Et donc là on voit bien finalement que c'est une grille de lecture très financière de la nature. Et donc comme si... Et donc, ça, déjà, c'est un travers. Et ensuite, il va y avoir le fait de se dire, bon, bah alors, donc, on détruit les abeilles, leur habitat naturel. Et donc, comment est-ce qu'on le détruit? Quel impact ça va avoir sur leur service écosystémique? Et donc, on va essayer de le mesurer et ensuite de mesurer l'argent que va devoir l'entreprise pour restaurer l'habitat naturel. Mais le problème, c'est que les scientifiques, à l'heure actuelle, sont absolument incapables de décrire un écosystème vraiment dans les détails. Ils sont incapables de mesurer l'impact exact, je veux dire d'un point de vue scientifique, qu'un dégât peut avoir sur l'habitat naturel d'une abeille par exemple. Et donc on nage en plein, comment dire, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait c'est une vue de l'esprit de se dire qu'on peut mesurer les dégâts et une vue de l'esprit qu'on peut les réparer. Et donc, dans ce sens-là même, d'un point de vue tout à fait concret et pragmatique et scientifique, la compensation ne veut rien dire. Donc, on arrive à un système qui, finalement, permet aux entreprises de causer des dégâts à la nature et de les compenser, sachant qu'on sait très bien que d'un point de vue scientifique, on ne peut pas mesurer ni le dégât, ni la compensation. Donc là, il faut nous expliquer à quoi sert la compensation. Donc, à l'heure actuelle, d'ailleurs, il n'y a pas de capital social et pas de capital naturel au passif du bilan. Hein, c'est vraiment une situation que je qualifierais à la fois de immorale, inique et en même temps anti-économique, parce que tout économiste sait qu'il faut au moins 3 capitaux pour fonder une société. Donc voilà la situation. Eh bien, le modèle CARE, quelle est l'idée principale? Rétablir l'équilibre dans le traitement des 3 capitaux. C'est tout ça. 3 capitaux passifs à conserver, systématiquement. Alors vous me direz comment? Alors évidemment, ce n'est pas en 5 minutes qu'on va pouvoir décrire tout ça. Mais de la même façon dont on met au passif du bilan une somme correspondant au maintien du capital financier, on inscrit également un budget de coût pour la conservation effective des capitaux humains et naturels. Et à ces capitaux, qui sont au passif, qui indiquent comment on conserve, il y a à l'actif un coût d'usage de ces capitaux pendant la période considérée. Et donc, si vous prenez l'usage du sol, vous me direz, eh bien, si on use le sol d'une façon
exemple, une entreprise qui ne se conforme pas à ces contraintes, eh bien, on lui dit, vous usez le sol, il faut un budget de fumier, hein, à mettre au passif, et puis au fur et à mesure que vous usez le sol, ce budget passe en charge dans vos charges, et du coup, votre profit est diminué au même titre. De même pour les gaz à effet de serre. Voilà une solution sérieuse, ce n'est pas le prix carbone qui va. Je n'ai pas le temps de disserter tout ça. Le prix carbone, c'est des inventions d'économistes environnementaux néoclassiques, avec un marché du carbone. Ça ne résoudra jamais les problèmes, ni même que les taxes environnementales, quand je dis suivre. Là, il faudrait débattre de tout ça. Une comptabilité sérieuse, ça permet de résoudre le problème. Donc pour le gaz à effet de serre, vous avez des limites à respecter. Si vous ne les respectez pas, vous mettez un budget au passif de votre bilan qui correspond à des moyens d'action qui vont être utilisés, créés pour résoudre ce problème, et puis vous passez en charge les éléments correspondants. Donc vous intégrez dans vos coûts. Alors, donc on obtient avec ce système un coût complet écologique et humain. Donc ça c'est la base d'un coût complet écologique qui est lui-même entraîne la formation de nouveaux prix. Là je crois que les gens du CESE seront tout à fait d'accord avec moi. Et les agriculteurs français à l'heure actuelle ne peuvent pas vivre parce que justement on ne peut pas leur donner un prix qui correspond à un coût complet. Et donc on règle le problème à l'échelle internationale. Je vais parler de l'administration après. De cette façon-là. Donc, nouveau concept de coût, nouveau concept de profit, nouveau concept de prix et nouveau concept de profit. Qu'on parle de Blue Bond aux Seychelles ou bien de rémunération des services écosystémiques dans les campagnes françaises, on se heurte à la même difficulté, triviale, très concrète. Personne, aujourd'hui, ne sait estimer correctement ce que vaut la nature, ce que valent les actifs naturels. Alors, les arrosselés, dans la plaine de la Crau, c'est 265 000 €. Ah bon? Pourquoi pas 200 000? Pourquoi pas 300 000? Pourquoi pas 500 000? Pourquoi pas 1 million? Combien d'argent il a fallu pour arriver à estimer cette seule espèce? Et arriver à cette estimation qui est quand même pour le moins troublante et contestable, et qui sera forcément contestée. Et il va falloir refaire ça pour toutes les espèces d'animaux, pour tous les insectes. Comment évaluer la valeur d'un paysage? Combien vaut un loup? Combien vaut un ours? Et comment établir ensuite des correspondances pour dire que tant d'ours valent tant de loups? Personne n'est capable aujourd'hui de faire ça à petite échelle. Et des gens vous parlent aujourd'hui de le faire à l'échelle planétaire. C'est vraiment sérieux? Prétendre construire aujourd'hui un système européen ou mondial de compensation naturelle et de rémunération fine de services rendus à la nature, c'est construire une pyramide sur du sable. On n'a pas les données de base pour le faire. Personne ne les a. Et c'est tout l'enjeu de ce rendez-vous de ce matin, c'est tout l'enjeu de ce que nous portons, c'est tout l'enjeu de ce qui est devant nous. Et donc, pour aller de façon plus concrète, ça a été dit, je le rappelle, avec Mohamed Lakila, qui l'a dit en introduction, avec vous, cher Christophe, nous allons, et avec évidemment tous ceux qui souhaitent y participer, conduire un groupe de travail qui pourrait amener, faire rapide, qui pourrait amener à une proposition de loi d'ici l'été sur cet enjeu de la comptabilité extra-financière, une proposition de loi qui s'appuierait sur 2 points majeurs, la question de la structuration comptable des coûts environnementaux et des investissements destinés à une transition sociale et écologique. Et d'un autre côté, la standardisation des indicateurs nécessaires à cette conduite. Voilà. Et à ce moment-là, le débat que j'ai dans l'hémicycle, on pourrait y apporter un peu moins de passion qui nous emmène d'un côté, certains nous dire on crève la dalle dans ce territoire, nous avons besoin, parce que c'est la réalité en Guyane, mais c'est ça la réalité, tu ne peux pas la nier. On crève la dalle dans ce territoire et nous avons besoin de ce projet, c'est ceux qui nous disent localement, et de l'autre, ceux qui expriment, comme moi, mais qu'est-ce que je dis à mes enfants de ces pertes, comment on fait, et puis la réalité que nous sommes sur une planète où je ne sais pas arrêter le besoin de l'or dans l'immédiateté. Donc il faut trouver une troisième voie entre je prends pas,
c'est je prends la bonne voie, et pour cela il faut savoir compter juste, savoir tout compter, savoir tout ce que nous apportons dans les projets dans lesquels nous engageons, savoir aussi, puisque nous comptons, critiquer et faire pression sur le porteur de projet pour qu'il corrige, non pas son résultat, ça il saura le faire, mais qu'il corrige son impact social et environnemental pour aller toujours vers du mieux-disant. Voilà, avec une petite actualité, la transcription de ce que nous faisons ce matin, qui aura un rendez-vous à l'été par une proposition de loi que je porterai notamment avec Mohamed Lakila et d'autres députés que vous avez pu voir. Et c'est grâce à votre rendez-vous de ce matin que nous pouvons l'impulser. Alors je remercie encore chaleureusement l'initiative et tous ceux qui ont pu intervenir. Pardon de ne pas avoir été présents à nous écouter. Merci. Il est question désormais d'introduire une forme de comptabilité environnementale dans la comptabilité tout court. Mais qu'est-ce qu'on va introduire réellement? Que vaut aujourd'hui la comptabilité environnementale? La comptabilité, quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement rodé, d'harmonisé au niveau mondial. Et déjà, elle a des zones de flou. Déjà, on a des crises financières. Parce que l'appréciation d'une entreprise n'est pas une tâche facile. Mais c'est quand même une tâche réalisable. Quand on fait une erreur, tôt ou tard, on s'en rend compte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des crises économiques. Mais dans le cas de la nature, on est complètement dans le flou. Là, j'ai des scientifiques aussi devant moi. Je vous en supplie, acceptez de faire le petit compromis qui fait qu'on est capable de trouver une convention qui n'est peut-être pas exactement le reflet de la complexité de la réalité, mais de la même manière que les normes comptables sont une convention qui ne les empêche pas d'opérer tous les jours, voire même toutes les minutes, de la même manière que les règles des marchés financiers sont des conventions qui ne les empêchent pas d'opérer toutes les nanosecondes, il faut qu'on trouve une convention pour que les entreprises puissent opérer une politique de réduction de leur impact sur la nature, avec un objectif qui est zéro net loss zéro perte nette en 2030, y compris pour les entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur, bien évidemment. Et pour arriver vers ça, il faut donner une valeur, il faut savoir de quoi on parle, en termes matériels et aussi en termes monétaires, puisque la grille de lecture d'une entreprise, ça peut nous plaire, ça peut ne pas nous plaire, c'est les euros, les dollars, les yens, les yuan, etc. L'IPNL permet ça. C'est un outil, il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas un technicien de l'affaire, mais celui-là le permet. Quand j'ai demandé l'intérêt de cette comptabilité-là, l'intérêt d'avoir cette politique du non-net loss, il m'a dit, mais on n'a plus d'argent public en Europe. Il y a un taux de chômage qui est très élevé, on n'a plus d'argent pour les hôpitaux, on n'a plus assez d'argent pour tout ce qui est social. L'environnement, la protection de l'environnement, elle arrive derrière dans les préoccupations des gens. Donc on n'a pas cet argent-là. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est arriver à trouver d'autres sources de financement. Et d'où vient ce financement? Les banques, les grandes entreprises. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler avec celles qui polluent le plus, avec les acteurs économiques aussi, qui ont une responsabilité dans la dernière crise financière. Et l'enjeu, le danger, il est vraiment là. Donc tout ce qui est présenté comme une comptabilité neutre, pour avoir des ressources supplémentaires, c'est extrêmement étonnant, parce que c'est très dangereux. On oublie, on laisse complètement de côté des solutions qui existent, des solutions législatives et des solutions de protection, qui coûterait sûrement effectivement plus cher aux contribuables, pour aller sur des solutions de marché, les solutions financières. Pour accélérer les choses à l'échelle de la France, nous avons lancé, Nicolas Hulot a lancé aux côtés du président de la République, un grand plan biodiversité. Un plan global concernant la France pour en faire une vraie puissance écologique. Mais ce plan marque le coup d'envoi d'une mobilisation sans précédent du gouvernement et des acteurs à tous les niveaux pour combattre le déclin de nos écosystèmes. Et l'ICN, c'est un formidable laboratoire d'innovation, un lieu de pensée et d'études pour agir, qui réunit de très grands experts, qui réunit aussi des membres exigeants.
C'est grâce à vous que l'action des organisations non gouvernementales, l'action des États et l'action des scientifiques en faveur de la nature se sont unis et alliés. Mais aussi de prendre conscience, pour relever le double défi de la préservation des ressources naturelles et du progrès humain, les solutions fondées sur la nature qui doivent être privilégiées. Et c'est aussi un des objets du One Planet Summit qui a été lancé le 12 décembre dernier par le président de la République, c'est de faire en sorte que la finance, que les investissements privés, que l'argent public soient dirigés vers des projets qui préservent la planète. C'est ça l'enjeu. Et il faut que la finance soit inscrite dans le monde réel. Il faut que la finance se mette au service de l'environnement. Et nous réfléchissons non seulement à des solutions, mais nous sommes déjà en train de mettre en œuvre des mesures concrètes. Et c'est l'objet du One Planet Summit. Je ne vais pas toutes les détailler ici, mais s'il vous plaît, continuez, proposez, engagez-vous, montrez-nous où sont les innovations pour que nous puissions les identifier et les faire passer à l'échelle, et surtout pour qu'on puisse en finir avec un régime financier et un système capitaliste qui n'a pas de sens, qui est totalement absurde. Il nous faut redéfinir nos modes de production, nos modes de consommation et nos façons d'investir pour les diriger vers la préservation de la planète. C'est ça l'objectif fondamental, parce que sinon, l'humanité ne survivra pas. Et toutes ces avancées essentielles, donc, nous les devons en grande partie à vous, à l'IUCN. Et c'est pour ça qu'au nom de l'État français, je voudrais renouveler vraiment tout le soutien de la France aux activités que vous menez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis la fonction qui est la mienne, et je pense qu'on va demander de faire plus court, de tout ce qui est de la fonction qui est la mienne, vous trouvez en ma personne un militant convaincu de la cause, et ce que je souhaite, c'est que voilà, dans le groupe qui a organisé ou impulsé cette démarche, nous puissions nous revoir assez vite pour nourrir la mission, mais aussi au-delà de la mission qui, je crois, doit rendre ses conclusions en avril, on puisse mener un travail de fond pour convaincre et faire en sorte qu'au niveau de la France, on ait un leadership sur le sujet et qu'au niveau international, on en mette de plus en plus nos partenaires, que ce soit les partenaires diplomatiques, que ce soit évidemment les partenaires économiques, parce que je crois que la meilleure chance de gagner la bataille, c'est de faire en sorte que de pair à pair, les entrepreneurs, et c'est pour ça que les expérimentations sont extrêmement importantes, les entrepreneurs soient les premiers ambassadeurs du bien fondé de cette démarche qui appelle à révolutionner un changement de paradigme dans notre modèle économique, dans notre façon d'approcher le progrès social, économique et environnemental. Ouais. À un moment dans le film, j'ai interviewé le patron d'un fonds d'investissement américain. Et lui m'a dit, je cite, « Notre système économique a été créé à une autre époque. Il a été créé il y a des centaines d'années, à un moment où ce qui avait de la valeur, ce qui était rare, était le capital et le travail. C'est là que résidait la valeur. Et toutes ces ressources naturelles, tous ces écosystèmes, cet air pur, cette eau pure, il y en avait trop, alors on ne leur accordait aucune valeur. Mais cela va changer, parce que l'offre de ressources naturelles continue à diminuer et la demande des gens pour ces services continue de croître. Alors que se passera-t-il s'il y a beaucoup moins d'arbres, s'il n'y a plus l'eau pure dont nous avons besoin, là où nous en avons besoin, quand nous en avons besoin, s'il n'y a plus d'air pur où nous le voulons, quand nous le voulons, tout cela devient plus rare et prend de la valeur. Alors on va commencer à mettre un prix sur ces services et à évaluer le coût de leur destruction. Nous croyons qu'il y a des opportunités, que l'on va pouvoir profiter de cette transition. Pour moi, tout est dit. C'est-à-dire que la protection de la nature, ce n'est pas l'objet. La protection de la nature n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est assez détruite pour qu'elle devienne tellement rare qu'il soit possible de gagner de l'argent avec cette rareté de la ressource. Un marché où les banques elles gagnent de l'argent ou pas? Oui, bien sûr, c'est très lucratif. C'est très lucratif. Donc c'est bien pour la nature? Disons que c'est un permis de détruire. C'est un permis de détruire. En échange de la protection d'un certain nombre d'hectares, on autorise la destruction d'autres hectares pour que le développement économique se fasse. Alors, quand on regarde qui s'intéresse aujourd'hui à ces nouveaux marchés
de protection de la nature, à ces nouveaux marchés de l'environnement. On se rend compte quand même que ce sont des grandes entreprises multinationales et les mêmes banques responsables de la dernière crise de 2008. Donc on peut quand même légitimement se poser la question de la possibilité de protéger la nature avec ces acteurs-là financiers. Et tout le discours de ces économistes, tout le discours de ces personnes qui sont en faveur de l'environnement, c'est d'arriver à se dire, qui essayent de financiariser, de marchandiser la nature, c'est effectivement de dire que grâce à ça, les espèces seraient mieux protégées, grâce à ça, la nature serait mieux protégée et qu'on dégagerait des ressources suffisantes pour assurer un niveau de protection assez important. Mais il n'y a jamais la politique inverse qui est regardée. Si on veut éviter qu'il y ait des pollutions, plutôt que de se dire on va mettre ça sur le marché, on va... non, l'État il a un rôle à jouer aussi là-dedans. C'est possible qu'il y ait des normes, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des règlements, des interdictions qui soient fortes et qui protègent la nature, les espèces et les hommes qui y vivent. Or, ce discours-là, il est de plus en plus faible et le danger est là. Parce que, imaginez si on a une crise financière avec des produits dérivés qui sont associés à des espèces en voie de disparition, à des écosystèmes qui sont en danger. Imaginez ce mélange-là, s'il y a une perte de valeur économique gigantesque, qui peut nous garantir que les acteurs économiques continueront à protéger ces espaces? Personne. Bon, on vit quand même une époque particulièrement complotiste. Et franchement, l'idée que des grandes banques d'affaires étaient en train d'essayer de donner une valeur à la nature pour l'accaparer, au début, en tant que journaliste économique, pour moi c'était de la foutaise. Et j'ai été extrêmement surpris en travaillant dessus à partir de 2017 environ, en constatant que les projets étaient très concrets et étaient très avancés. Alors peut-être que les gens en France ne s'en rendent pas encore complètement compte parce que c'est pas chez nous que ça avance le plus vite. Mais dans un petit archipel paradisiaque comme les Seychelles par exemple, où j'ai eu l'occasion de me rendre, on y est, ça y est. On a une grande ONG américaine qui s'appelle The Nature Conservancy, alliée à une grande banque d'affaires américaine qui s'appelle JP Morgan, et ils ont commencé à mettre en œuvre un programme qui consiste à monétiser l'espace maritime exceptionnel des Seychelles. Alors la question, est-ce que ça va arriver chez nous? Là encore, au début, j'aurais dit, faut pas exagérer. On est un pays où l'État est puissant, ça paraît quand même un peu lointain. Et bien pas du tout. Parce qu'en fait, en creusant, en regardant ce qui se passe, en regardant comment l'administration discute avec des grandes ONG environnementales, et comment les grandes ONG environnementales elles-mêmes discutent avec des banques d'affaires, et au niveau de la Commission européenne, on se rend compte que c'est en marche. Je ne sais pas à quelle allure ça se fera, mais je suis certain qu'on a des gens très très résolus à mettre en place un système de monétisation de la nature en France. Et ces gens-là seront très difficiles à arrêter parce qu'ils veulent le bien. Ils sont persuadés d'agir pour le bien de la nature et donc, in fine, pour le bien des citoyens. Moi, mon pronostic, c'est que ça va se terminer par une catastrophe économique, doublée d'une catastrophe écologique, triplée d'une catastrophe humaine.